simple à appréhender et à maîtriser, mais à laquelle nous, on tient beaucoup, parce qu'on considère que c'est aussi de là dont vient que vient la légitimité de nos demandes. Donc voilà, donc un grand merci à Yann aussi d'accepter régulièrement de produire des expertises, toujours avec la neutralité scientifique, mais du coup qui viennent en appui de ce qu'on essaye de démontrer aussi juridiquement devant les instances. Merci Yann, et je suis ravi de t'accueillir pour cette deuxième formation officielle de l'Académie NAT. Ben, merci beaucoup. Ouais, ouais, effectivement. Donc moi, je travaille notamment à produire des expertises scientifiques pour informer des contextes juridiques. Mais pour moi, c'est aussi justement du coup très important d'essayer de comprendre quels sont les besoins, quelles sont les façons dont ces expertises sont reçues, leur pertinence. Et pour ça, je trouve ça très intéressant d'avoir ce dialogue aussi avec les utilisateurs, entre guillemets, les juristes, pour voilà, aider à prioritariser un peu le travail qu'on fait, l'aider à le rendre intelligible dans différents endroits. Et donc, il y a beaucoup d'initiatives qui viennent, surtout du côté du droit, pour stratégiser des actions en justice, euh, notamment en utilisant les produits scientifiques. Mais je trouve que la réciproque manque cassée, c'est-à-dire qu'on a assez peu de stratégisation des études scientifiques pour informer des processus, alors que ce soit judiciaire ou législatif ou onusien. Donc ça se passe un peu plus sur l'onusien, mais il y a une certaine réticence, je trouve, malheureusement pour le judiciaire. Et donc pour l'instant, je trouve que souvent ce qui se passe, c'est que quand il y a une étude utile qui sort, il y a beaucoup de juristes qui s'en emparent et qui essaient de la comprendre et de l'utiliser, de l'expliquer. Mais ces études pourraient être plus faciles à comprendre, à expliquer, venir à des meilleurs moments si on stratégisait ça un peu plus. Donc ça, c'est aussi un peu le sens du dialogue que je trouve qu'il est important d'avoir, même si c'est pas forcément vu par tous les scientifiques comme étant au cœur de leur travail. Comme si, surtout pour le judiciaire, comme si, mais ça c'est une interprétation personnelle, comme si informer le judiciaire, c'était déjà prendre parti, alors qu'évidemment, c'est au juge de décider, et nous, on donne l'information disponible en accès public, qu'il l'est au moins autant aux États qu'aux entreprises et qu'aux ONG. Donc voilà, tout ça pour dire, n'hésitez pas, enfin, faut pas prendre ni ces présentations, ni les études scientifiques comme des choses complètement exogènes qui tombent du ciel. Faut aussi pas hésiter à essayer de se dire est-ce qu'on pourrait pas faire ci ou ça pendant que vous regardez un peu cette présentation ou en général. Donc, je vais... Tchoup. S'il y a quelqu'un, tu voulais dire quelque chose, Jérémy? Vas-y, interrompez-moi Ouais, quand vous voulez. juste effectivement pour dire deux choses, et c'est que la première, effectivement, on part peut-être sur une bonne demi-heure de présentation de ta part, et puis du coup, deuxième chose, derrière, l'idée c'est que on puisse avoir des échanges ou que tu puisses préciser certains points en fonction de ce que les gens qui assistent à la formation pourront souhaiter, ou même pour toi, si au bout d'une demi-heure, il y a des points sur lesquels tu as envie de revenir. Mais voilà, on part sur un premier échange, enfin, une première séquence d'une demi-heure sur la base de tes diapos. Merci beaucoup. Que vous voyez. Bon, ok. Donc, du coup, je vais commencer par un petit truc général. C'est un sondage, mais que je trouve qui est assez éclairant. C'est un sondage de 2019 sur une trentaine de pays qui montrait la compréhension de la responsabilité humaine dans le changement climatique. Et je trouve que c'était intéressant parce que les pays en haut sont des pays assez vulnérables. Il y a aussi l'Espagne, l'Italie qui sont peut-être plus riches. Et les pays en bas, alors on s'étonne assez peu de trouver l'Arabie Saoudite ou les USA, mais il y a aussi la Norvège, la Suède et le Danemark. Donc, c'est vraiment, je pense que ça montre qu'il y a la vulnérabilité qui joue un rôle, mais aussi notre compréhension de la responsabilité des différents acteurs. Et en l'occurrence, pour les pays scandinaves, il me semble que c'est parce qu'ils ont une grande confiance dans leur État, au sens de gouvernement, et qu'ils se disent que si vraiment on était responsable, on agirait plus. Ça, c'est toujours dans le même sondage, c'était à savoir en fonction, donc la couleur là, c'est des différentes régions du monde.
d'essayer de voir ce que les gens dans ces différentes régions du monde pensaient comme étant possible ou très possible comme type d'impact sur le du changement climatique, donc n'importe quoi depuis l'extinction de la race humaine jusqu'à juste simplement de sérieux dommages à l'économie. On voit qu'il y a quand même une conscience assez forte des impacts qu'il va y avoir. On voit qu'elle est toujours un petit peu minimisée dans les pays riches comparés aux autres, mais de manière générale, elle est assez partagée. Et ça, je pense que ça peut être aussi assez important. Donc, c'est toujours le même sondage. À gauche, c'est les gens qui pensent que moi, en tant qu'individu, je pourrais faire plus pour lutter contre le changement climatique. Et là, en France, on est quasiment à 50%. Et ceux qui pensent que leur pays doit faire plus. Et là, de manière intéressante, on voit que alors, il y a un gros gap en France et c'est pas le seul pays, beaucoup de pays latins d'ailleurs. Par contre, les pays scandinaves, les 2 points sont au même niveau. Mais sinon, de manière générale, les gens se responsabilisent, pensent toujours que leur gouvernement est plus responsable qu'eux de faire plus d'efforts. Et à droite, c'est un peu plus précisé. Donc, c'est, à votre avis, qui doit être tenu pour responsable de l'état actuel du changement climatique? Est-ce que c'est l'ONU? Est-ce que ce sont donc en violet, est-ce que ce sont les pays, les gouvernements nationaux en rouge? Est-ce que des pays riches, pardon? En turquoise, ceux des pays en voie de développement, en vert, du business et de l'industrie, et en bleu, les individus. Et on voit que c'est pas du tout pareil selon les régions du monde. En France, en l'occurrence, on pense que l'ONU, par exemple, est assez peu responsable. On met les entreprises comme étant les plus responsables dans les sondages, suivi des gouvernements des pays riches, des individus. Et après des gouvernements des pays en voie de développement. Mais on voit que ça change beaucoup d'un pays à l'autre. Donc ça, je pense que c'est bien aussi d'avoir en tête quand nous, on voit nos priorités de ce qu'on met dessus et quand on va après discuter un peu des différentes perspectives de l'approche judiciaire. Je partagerai les slides après, si vous voulez, parce que je ne vais pas faire tout le texte qui est dessus à chaque fois. Donc là, peut-être très rapidement, c'est une timeline que j'avais fait un peu des rapports du GIEC en haut et de la création de la CNUC en bas. Tout ça pour dire peut-être très rapidement que ça a été fait au tout début des années 90 et donc que les rapports du GIEC sont commissionnés par l'ONU, par l'ensemble des gouvernements. Donc ce sont des rapports écrits par des scientifiques, mais pour des preneurs de décision. Et donc, ce qui est dedans est scientifiquement correct, mais tout ce qui est scientifiquement correct n'est pas dedans. Il y a un mandat, il y a des décisions politiques qui vont dedans. Et de manière générale, le mandat fait que ce qui est dans le rapport du GIEC a souvent des informations assez limitées au niveau national. Le mandat, c'est plus de fournir de l'information générale. Et ça, on verra, c'est en particulier vrai pour les questions de responsabilité. Donc, on voit qu'il y a eu différents rapports spéciaux du GIEC. Et là, je trouve ce qui est intéressant, c'est de réaliser qu'en fait, après l'accord de Copenhague, c'était un accord pour viser 2 degrés de réchauffement climatique, il y a eu une production stratégisée de science sur les dangers du réchauffement climatique au-delà de 1,5, qui a été présentée à l'ONU avec un push coordonné de pays très vulnérables, donc de petits États insulaires, qui eux-mêmes avaient aidé à informer et à pousser pour une production scientifique dont je parlais sur les dangers d'aller au-delà de 1,5. Et donc, ils ont poussé cette science. Il y a eu un dialogue d'experts structuré en amont de l'accord de Paris. Et donc, ça a aidé, avec d'autres facteurs évidemment, à mettre 1,5 dans l'accord de Paris. Donc, tout ça pour dire qu'il y a cette discussion et cette stratégisation de la production scientifique, de son utilisation. Évidemment, ça a été plus utilisé par certains partis que par d'autres. Donc, en tout cas, on a l'accord de Paris qui est le cadre un petit peu de l'action climatique et qui est le cadre actuel et qui devrait rester pendant un bon moment. Donc, cet accord de Paris, il dit qu'il faut viser 1,5 degré. Donc, l'objectif, c'est pas 1,5 degré ou 2, c'est poursuivre les efforts pour arriver à 1,5, tout en restant bien en deçà de 2 degrés.
Donc, c'est vraiment ça le but de l'accord de Paris. C'est un unique but en termes de température et atteindre donc des émissions nulles dans la deuxième moitié du siècle. Et ce qui est intéressant aussi d'un point de vue juridique, donc, c'est que l'accord de Paris doit refléter les considérations dans sa mise en œuvre d'équité et le principe de responsabilité commune mais différenciée et de capacité respective à la lumière des considérations nationales. Donc ça veut dire, en gros, on prend en compte la responsabilité et la capacité. Ça exclut pas d'autres considérations, mais en tout cas, celles-ci sont mentionnées explicitement. Et ça, c'est particulièrement important parce que l'accord de Paris ne dit pas combien chaque pays doit réduire ses émissions. Les pays doivent s'engager à mettre sur la table un engagement de réduction de gaz à effet de serre, entre autres, mais c'est parce que la réduction de gaz à effet de serre, c'est ce sur quoi je me focalise ici, mais il y a aussi des considérations d'adaptation, de perte et préjudice, de transfert de technologie, de finances. Il y a plein de considérations et ce principe d'équité s'applique à l'ensemble de l'accord de Paris, mais donc aussi aux considérations de justice et d'équité dans l'ambition qu'ont les pays dans leurs objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Donc, en termes plus simples, c'est-à-dire qu'un pays, euh, quand il doit faire un engagement de réduction de gaz à effet de serre ou quand on va juger de son ambition, il faudra prendre en compte ses capacités respectives et sa responsabilité. Mais l'accord ne dit pas comment, combien. Et donc, c'est là où nous, scientifiques, on propose des méthodes pour essayer de mettre ça en pratique et de quantifier ces principes-là. Donc, l'ambition, c'est la justice. La conclusion un petit peu de ça, c'est de se dire que pour mesurer l'ambition, il faut mesurer la justice, donc l'équité des engagements. Et donc, ces pays, comme je disais, ils doivent, et c'est vraiment écrit dans le texte de la COP20, il me semble, que les pays doivent expliquer en quoi leur engagement est juste et ambitieux. Alors, ils doivent l'expliquer, tous ne le font pas. Je crois que le premier engagement des États-Unis, c'était notre objectif est juste et ambitieux, point. Mais donc, il y a cette clause qui est dans les textes de la CNUC. Donc voilà, donc il y a ça. L'ambition, c'est l'équité. Et ça va être, c'est déterminé par un processus international, c'est-à-dire que là, l'équité n'est pas figée, ou en tout cas, comme je disais, elle n'est pas quantifiée clairement. Donc, il y a des propositions de différents États, il y a des interprétations de scientifiques à- pour évaluer ce qui est juste dans un sens moral du terme, et après une discussion entre les acteurs de l'ONU pour créer des normes juridiques sur la base de ces interprétations, donc une norme juridique plus ou moins claire. Après, quand on va aller dans le judiciaire, la question n'est plus de savoir si c'est juste au sens moral du terme, parce que la Cour n'est pas là pour interpréter le côté moral. La Cour est là mais vous le savez tous mieux que moi, pour interpréter le côté adéquat. Mais il se trouve que la seule façon de juger de l'adéquation des engagements, c'est de regarder leur adéquation en termes de partage d'efforts, donc in fine sur des considérations morales. Mais si la Cour décide de suivre ces métriques dont on va parler, ce n'est pas parce qu'elles sont intrinsèquement justes, c'est parce que ce sont les seules métriques de l'ambition. Donc elles font deux choses à la fois, entre guillemets. Et donc ça a été aussi expliqué dans le 6e rapport du GIEC. Il y a une partie sur les recours en justice et là, la phrase que j'ai mis en gras à la fin, c'est seulement en relation des considérations de fair share, donc de justice climatique, on va dire, que l'adéquation de l'objectif d'un État à un problème global peut être évaluée. Donc, rapidement, ça, c'est là où le monde vers ce sont les projections des impacts en termes d'émissions de gaz à effet de serre et de réchauffement climatique des différents engagements actuels. Donc, la plage de résultats en bleu en haut, c'est ce vers quoi on va avec les mesures actuelles, donc 2,5 à 2,9 degrés de réchauffement climatique. Si on tenait collectivement nos engagements, on irait vers 2,5. Si on tenait nos engagements non légalement contraignants, différentes initiatives de secteur privé ou autres non contraignantes, on pourrait arriver à 2,1, notamment avec les engagements d'émissions nulles. En prenant tout le plus optimiste, on pourrait arriver à 1,8, ce qui n'est pas encore le 1,5. Et donc, on voit l'importance de la réduction d'émissions à court terme aussi pour la différence entre 1,5 degré et, par exemple, 2 degrés.
Donc de ça, on voit que nos engagements sont insuffisants et en plus, nos politiques actuelles sont insuffisantes pour tenir nos engagements eux-mêmes insuffisants. Donc, ah oui, peut-être très rapidement, l'affaire du siècle poursuivait la France parce que ses politiques étaient insuffisantes pour tenir ses engagements, pas parce que l'engagement était insuffisant. Il y a eu d'autres actions en justice, mais c'est pas celle de l'affaire du siècle. Euh, du coup, peut-être très rapidement, ouais, ça va être long. Peut-être très rapidement, le scénario vert que vous voyez ici. C'est ce que le monde donc devrait faire pour réduire ses émissions suffisamment pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Pour arriver à ce scénario, on fait, alors c'est pas moi, mais des études qui sont notamment relayées par le GIEC modélisent ce qui serait la façon la moins coûteuse, qui minimise l'effort à l'échelle mondiale, de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour arriver à 1,5 degré. Donc, c'est entièrement basé sur une réduction des coûts, sur la base d'hypothèses de coopération entre les États, vraiment que l'argent est disponible là où il est, et vraiment on met en œuvre à chaque fois l'option de réduction de gaz à effet de serre la moins chère à chaque pas dans le temps. Et donc, la répartition des réductions géographiquement et dans le temps est faite pour minimiser les coûts totaux. Et ça veut dire que c'est purement basé sur des options économiques et ça montre ce qui est le moins cher. Mais ça ne dit pas que chaque pays doit payer pour ce qui est censé se passer sur son sol. Ça dit juste que la façon la plus efficace, c'est de faire comme ça. Et en particulier, si on met en œuvre ce scénario, les coûts de mise en œuvre des options seraient bien plus élevés pour les États en voie de développement. Et encore une fois, ces modèles-là, et le GIEC le dit, ça ne veut pas dire que chaque pays doit payer pour ce qui se passe sur son territoire. Mais si c'était le cas, là, on le voit, le pourcentage de PIB, de perte de PIB que ça représenterait. Donc là, on le voit, à droite, c'est l'Afrique et le Moyen-Orient. On voit l'Afrique en troisième, alors que l'Union européenne et l'Amérique du Nord, ça représenterait des réductions de PIB assez faibles. La raison, c'est que, en fait, comme les industries sont assez efficaces déjà en termes d'émissions dans l'Europe et l'Amérique du Nord, ça coûte très cher de réduire davantage, donc c'est moins cher de réduire dans d'autres pays. Encore une fois, ça, on voit bien, c'est très inéquitable et il ne faut pas se tromper et se dire que c'est ça ce que dit le GIEC. Le GIEC dit que ça, c'est la façon la moins chère de le faire. Mais après, on peut très bien imaginer que l'Union européenne paye pour des réductions dans un autre pays. Donc voilà pourquoi on a un scénario du GIEC qui, en gros, dit qui doit faire quoi en termes de mise en œuvre, et pourtant, on continue de négocier qui doit payer pour quoi. Aussi, quelque chose qui est assez peu discuté, c'est que les coûts de réduction totaux de ces scénarios du GIEC sont extrêmement faibles. Alors, il y a plein de simplifications et dans la vraie vie, c'est évidemment, ça, c'est juste une projection idéalisée. Mais le sixième rapport du GIEC montrait que ça coûterait moins de 0,1 point de croissance annuelle et 1,3 à 2,7% de PIB d'ici à 2050 pour rester sous 2 degrés. Donc ça, c'est pas pour 1,5. Mais en tout cas, ça reste extrêmement faible en coût total. Et pourtant, déjà, on a du mal à se mettre sur le chemin de ce scénario. Du coup, je vais passer ça. Ça, c'est juste l'exemple dans les engagements des pays que je disais qui doivent justifier de à quel point ils doivent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Le premier engagement, par exemple, de la Norvège, c'était basé sur l'étude là que je montrais en disant c'est ce qu'il faut pas faire pour dire qu'elle en faisait suffisamment. C'est-à-dire qu'elle disait, bah, nous, on met en œuvre notre part de ce scénario sans prendre en compte sa responsabilité historique, sa capacité financière, sans prendre en compte le fait que ces modèles induisent très peu de transformation dans les États les plus riches, justement parce qu'ils sont déjà très riches. Donc, ce serait très injuste de s'en tenir à ça. Alors, dans leur nouvel engagement, parce que sous l'accord de Paris, les pays doivent mettre à jour leur engagement régulièrement, la Norvège a changé de discours. C'est pas beaucoup plus clair, mais ils ont arrêté d'utiliser cet argument. Du coup, à quel point, où est la capacité, où est la responsabilité, toujours pour s'attacher à ce principe d'équité de l'accord de Paris. Là, ce sont les émissions totales de chaque pays en 2021. Là, ce sont les émissions par personne dans les différents pays. Là, on voit que les pays du Nord ou les pays occidentaux polluent beaucoup et les pays d'Europe de l'Est aussi.
Là, c'est de manière agglomérée. Alors, c'est pas par personne, c'est de manière agglomérée. Quel pays a le plus contribué de manière cumulative aux émissions? Or, le réchauffement climatique est proportionnel aux émissions cumulées, en tout cas pour le CO2. Donc là, on peut se dire qui est le plus responsable du réchauffement climatique actuel. Là, c'est les émissions cumulées par personne. Donc là, on voit aussi de manière assez nette que ce sont les pays occidentaux et d'Europe de l'Est qui sont responsables de la plupart du réchauffement climatique actuel. Ça, c'est la capacité financière, on peut se dire, c'est en tout cas un indicateur, c'est le PIB par personne aussi de différents pays. Et donc là, on voit que aussi la capacité financière est surtout présente dans les pays occidentaux, alors un peu moins dans les pays de l'Est pour le coup. Donc, que dit le GIEC là-dessus? Alors, dans son quatrième rapport, ça date de 2007, le GIEC avait publié un résumé de la science disponible sur combien les pays devaient réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et il avait dit que les pays de l'annexe 1, c'est-à-dire les pays développés économiquement, devaient réduire leurs émissions de 25 à 40%. Donc ça, c'était une indication quantitative et c'était pas pays par pays, mais c'était quand même assez utilisable, assez concret. Dans son cinquième rapport, qui est sorti en 2014, il y a eu plus de détails. Donc là, si je vous montre peut-être juste le graphe à gauche, ça c'est pour les pays de l'OCDE et c'était les réductions de gaz à effet de serre que ces pays devaient faire en 2030 par rapport à 2010. Et on voit qu'il y a différentes barres bleues et chacune reflète une compréhension de l'équité différente. C'était des catégories d'équité, alors soit basées sur le concept d'égalité ou de capacité financière ou de responsabilité historique. Mais donc, à la fois, c'est plus précis et à la fois, ça donne beaucoup de chiffres et du coup, on se demande lequel il faut choisir. Alors, les scientifiques, eux, vont dire que c'est juste des quantifications et c'est soit au juge, soit au législateur de décider. Mais il se peut aussi que le juge ou le législateur n'ait pas envie d'interpréter laquelle des études il faut prendre ou lequel concept d'équité il faut prendre. Donc, on a quelque chose qui est plus détaillé, qui donnait des résultats pour différentes régions du monde, donc OCDE, Asie, Afrique, etc., mais qui restait utile, mais qui avait moins de choix, qui offrait plus de choix à l'utilisateur, ce qui n'était pas forcément le plus pratique à utiliser. Et donc, après ça, il n'y a plus d'équité dans le rapport spécial 1.5. En tout cas, les études étaient mentionnées, mais il n'y avait pas de résumé quantitatif donné par le GIEC. Et ça avait un impact assez fort sur les actions de justice. On reviendra sur comment elle a marché, mais en gros, l'action de Urgenda contre les Pays-Bas, qui a été une des premières actions, elle a imposé que les Pays-Bas s'alignent avec ce qu'avait dit le GIEC, donc de réduire les émissions de 25%, comme on a vu tout à l'heure. Et l'un des avocats de cette action en justice, Dennis Van Berkel, que vous voyez là à l'écran, a appelé dans Nature, qui est un journal scientifique, le GIEC à continuer de donner des synthèses de la littérature existante parce que c'est ce qui a le plus d'arguments d'autorité. Malheureusement, ça n'a pas été écouté et dans le sixième rapport du GIEC, il n'y a pas eu non plus de quantification. Il y a toujours ces références disant que ces études existent, mais les résultats ne sont pas présentés. Donc, il y avait la reconnaissance pourtant dans le sixième rapport du GIEC, comme je le disais au début, que ces concepts de fair share et ces études sont capitales pour évaluer l'ambition d'un État. Euh, il reconnaissait qu'il y avait des études quantitatives qui avaient été proposées pour évaluer l'ambition des NDCs. Donc, les NDCs sont les objectifs de réduction de gaz à effet de serre des pays. Donc, tout en reconnaissant l'importance et l'existence de ces études, il n'y avait pas de résumé quantitatif. Pardon. Je ne vais pas aller dans le détail. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une transformation aussi il y a de plus en plus d'attention portée sur les transitions justes. Et en fait, les transitions justes, c'est beaucoup moins entre les pays et c'est beaucoup plus de l'équité au sein des pays. Et ça, c'est quelque chose qui est vu de manière assez importante par beaucoup de pays qui veulent mettre en œuvre des mesures de réduction, dont l'Union européenne. Mais c'est des concepts d'équité plutôt appliqués en interne, malheureusement, et qui sont rarement appliqués dans les relations internationales. Donc, c'est des pays qui se rendent compte que la justice est importante pour avancer, mais qui préfèrent se l'appliquer au sein de leurs entités plutôt que ce que eux peuvent devoir aux autres pays.
Ça, c'est peut-être, pour donner une perspective, c'est ce à quoi appelait comme recherche additionnelle le sixième rapport du GIEC. Donc, quantifier aussi l'équité pour l'adaptation à les pertes et préjudices. Donc ça, j'en parlerai peut-être, mais on a une étude qu'on prépare là-dessus sur qui doit payer quoi pour les pertes et préjudices. Un deuxième point, c'était améliorer les paramètres d'équité et d'éthique qui sont dans les études actuelles. On y reviendra aussi, mais il y a beaucoup de choix implicites que les modélisateurs comme moi font et c'est important qu'ils soient clairs et qu'ils soient compréhensibles par les cours notamment. Quantifier quel doit être le montant de l'aide financière aux autres pays, d'un pays à l'autre, combien est-ce que la France doit donner pour aider à la réduction de gaz à effet de serre dans d'autres pays, étant donné sa responsabilité et sa capacité. Et enfin, aussi avoir des quantifications pour les acteurs non étatiques. Donc non étatiques, ça peut être les villes, des régions, ça peut être des entreprises. Donc ça, c'est ce à quoi appelait le sixième rapport du GIEC pour avoir de la production scientifique d'ici le prochain rapport. Et donc ça, ce sont évidemment des considérations scientifiques sur le manque de littérature, mais ça a été aussi des considérations informées par des besoins politiques d'informer ces questions-là. Donc là, je vais prendre rapidement l'exemple de mes études, de ce que moi j'ai fait pour contribuer à ces chiffres qu'on voyait présentés par le GIEC, pour vous montrer un peu comment ça marche. Il y a d'autres études évidemment, mais c'était voilà, pour vous donner un exemple. Alors peut-être très rapidement, l'idée c'est ici les cinq, pardon, montrent cinq façons de partager les émissions d'une trajectoire de réduction de gaz à effet de serre. Donc, si là, la trajectoire, c'est celle qui est en rouge, le trait rouge assez épais, ça, c'est ce que doit faire le monde. Celle-là, c'est pas exactement une 1,5, mais c'est comme la trajectoire 1,5 qu'on a vue au début. La question, c'est combien chaque pays peut émettre de cette trajectoire dans le futur. Donc là, on voit différentes façons de partager le gâteau, de partager le montant d'émissions qui reste. Et chaque approche peut quantifier différents principes d'équité, donc encore une fois, responsabilité, capacité financière, égalité, etc. Donc, on a fait ça, on l'a publié, ça date maintenant un peu, mais dans Nature Climate Change. Et après, on a fait un outil en ligne qui s'appelle Paris Equity Check, où on peut voir ce que ça voudrait dire pour différents États, et puis cliquer sur chaque État et voir quelle devrait être sa courbe de réduction de gaz à effet de serre en fonction des différents principes d'équité. Et on peut comparer à leurs engagements. Donc là, par exemple, on voit pour les États-Unis, les deux points, là, s'alignent qu'avec la trajectoire rouge, qui est une trajectoire insuffisante. Il reste très, très insuffisant pour tenir des trajectoires de réduction qui seraient équitables selon les critères qu'on a mis en avant. On a fait un deuxième papier où on a essayé de dire, de modéliser un peu ce qui se passe dans l'accord de Paris, où chaque pays peut suivre un peu le concept qu'il arrange ou en tout cas qu'il préfère, et de traduire tout ça en une espèce de mesure composite pour évaluer l'ambition de tous les pays en prenant en compte tous les points de vue, pour la faire courte. Et donc de se dire que c'est pas parce qu'on ne s'est pas mis d'accord à l'ONU sur quel principe suivre qu'on n'a pas de métrique de l'ambition. Et donc, avec ça, on a produit cette carte qui dit en gros, voilà combien de réchauffement climatique on aurait si tout le monde suivait l'ambition des États-Unis, par exemple. Donc là, c'est presque 3,5 degrés de réchauffement. Si tout le monde faisait comme l'UE, ce serait plutôt 2,3, donc ce qui est mieux, mais qui reste très insuffisant. Et donc voilà, donc on peut évaluer l'ambition des objectifs de chaque pays. Notre façon de formuler ça, c'est de se dire, l'Union européenne fait sa part juste d'un monde qui ne limite le réchauffement climatique que à 2,3 degrés. Donc voilà un peu ce qu'on a quantifié et ça sert pour l'ONU, par exemple, pour les négociations à l'ONU, pour essayer d'évaluer combien chaque pays devrait faire et puis ça peut informer la demande de tel ou tel pays. Donc j'ai eu des pays qui m'ont demandé combien je devrais demander à tel autre, etc. Et là, je peux leur dire, bon, si vous voulez qu'il s'aligne avec 1,5 degré, il devrait faire tant. Mais sachant que vous ne faites pas forcément assez, voilà combien il devrait faire pour s'aligner avec au moins ce que vous faites. Du coup, il y a d'autres sites qui... Alors, ça, c'était des études soumises à comité de lecture, donc revues scientifiquement, mentionnées dans les rapports du GIEC. Il y a d'autres outils et études qui le font, comme je disais.
Peut-être on va juste parler du Climate Action Tracker qui, elle, c'est pas une étude scientifique, mais c'est basé sur un ensemble d'études scientifiques. Et ce qu'ils essayent de faire, c'est un résumé de la science disponible. Et ils sont très, très bons aussi pour évaluer les politiques publiques actuelles. Donc, ils le mettent à jour très régulièrement. Alors, ils font pas autant de pays que ce qu'on a fait parce qu'il n'y a pas assez d'études, mais voilà, ils font aussi une évaluation de l'ambition des trajectoires des différents pays. Ils prennent en compte de plus en plus d'aspects, notamment les progrès sur la mise en œuvre, la finance, d'autres points, ce qui fait que c'est plus compliqué d'évaluer l'ambition de leur objectif de réduction de gaz à effet de serre en seul, vu qu'ils mettent d'autres choses dedans, mais c'est aussi très informatif. Du coup, peut-être très rapidement, à quoi ça sert? Donc, ça peut informer ces études, comme je disais, les rapports internationaux, ça peut être dans la presse et tout ça. Donc, nous, on a eu cette exposition avec nos études, donc super. Mais après, quel impact ça a? C'est assez compliqué vu que, comme je le disais, les rapports du GIEC vont pas donner de suggestions chiffrées, que les gouvernements ont tendance à vouloir s'appuyer sur les rapports du GIEC ou surtout les cours de justice. Donc, comme je disais, ça peut informer les actions en justice, ça peut informer les négociations internationales. Là, j'y reviendrai, mais on a fait une nouvelle étude qui corrige certains biais d'injustice et qui a été commissionnée et promue par 58 États vulnérables, enfin qui se nomment États vulnérables, le CVF. Et donc, on a fait cette étude pour eux assez simplifiée, quel État en fait suffisamment pour 1,5, pour 2 ou pas assez. Donc, c'est la carte que vous voyez. Et eux l'ont utilisé pour cette campagne dont parlait Emma au début, Fair Share Now, où on peut voir, il y a un rapport aussi qui est avec ça, mais ça a été vraiment utilisé par eux pour pousser leur position et leur demande d'actions supplémentaires de la part des autres États. Et ils ont essayé aussi de le pousser en organisant des conférences avec le haut-commissaire aux droits de l'homme, en le poussant euh, en différents circuits de négociation de l'ONU, notamment sur les droits de l'homme, pour essayer de lier les questions de droits de l'homme aux questions de justice climatique et pour obtenir des avancées sur peut-être comment on pourrait avoir du droit contraignant sur ces questions-là. Donc, eux, ils le stratégisent vraiment et la raison pour laquelle ils m'ont demandé de faire une étude scientifique, c'est parce que le côté publié scientifiquement est très important, surtout pour un pays qui a une faible influence diplomatique autrement, de dire, voilà, c'est ce que la science dit, et donc ça tant dans les négociations que pour intégrer dans d'autres processus onusiens. Il y a des gouvernements qui se saisissent de ces études pour informer leurs objectifs. Alors, il y a par exemple le Royaume-Uni. Alors, il y a eu le Haut Conseil pour le climat du Royaume-Uni qui a publié une synthèse des études disponibles sur ce que devrait faire le Royaume-Uni. Enfin, pas une synthèse des études. Ils ont utilisé en fait notre étude et différents concepts d'équité dont je parlais avant pour montrer ce que devrait faire le Royaume-Uni. Et ils ont suggéré, alors ça c'était leur interprétation, que le Royaume-Uni réduise ses émissions de 68%. Et le Royaume-Uni, selon le gouvernement, a suivi cette recommandation donc, de ce conseil scientifique. Et donc, ils ont adopté 68% de réduction, quand la France, on en est à 40%. Et nous, en France, le Haut Conseil pour le climat, c'est toujours refusé à aborder la question. Une fois, ils ont dit que l'objectif de la France était insuffisant, mais sans dire sur quelle base et sans dire ce que ça pourrait être, ce que serait un objectif suffisant. Il y a de la science disponible et ils refusent de l'aborder. Je ne sais pas exactement les raisons, mais en tout cas, ça peut avoir un impact législatif. Et enfin, ça peut avoir un impact judiciaire. Donc là, c'est des exemples, j'en mentionnerai quelques-uns, d'actions en justice auxquelles j'ai participé en tant qu'expert. Mais donc voilà, ça peut avoir ce rôle entre les gouvernements, pour les gouvernements, contre les gouvernements, ce genre d'études. Ah oui, peut-être juste pour mentionner, donc là à gauche, c'est ce dont je parlais sur au Conseil pour le climat du Royaume-Uni, c'est ce qu'ils ont mis dans leur rapport pour conseiller l'objectif dont je parlais. L'équivalent européen du Haut Conseil pour le climat vient de publier en juin euh, un rapport suggérant que l'Union européenne réduit ses émissions il me semble que c'est autour de 95%, et il me semble que l'UE, enfin il faudrait que je regarde, mais vient de décider que ce soit autour de 90, si je ne me trompe pas. Mais bref, ils ont publié une analyse existante et ils ont dit en gros que, en fait, en prenant en compte les critères d'équité, il faudrait que l'UE fasse
plus que ce qu'elle peut faire sur son territoire. Donc, ils en ont conclu qu'il fallait que l'UE aille au maximum, et l'évaluer à peu près à 90% de réduction, et qu'en plus, l'UE finance des réductions au-delà de ses frontières pour tenir ses engagements en termes de responsabilité et de capacité financière. Donc là, comme exemple d'action en justice, il y a eu l'affaire Orlando qui, comme je disais, s'était appuyé sur le 4e rapport du GIEC. Ça, c'était le People's Climate Case. Ce qui était peut-être intéressant là, c'est que ils ont choisi d'assez peu s'appuyer sur les études existantes pour dire ce que devrait faire l'UE, mais ils ont décidé de faire une approche assez simple et de la démontrer à la Cour. Et ça, c'était un autre choix. Et donc de dire voilà le budget carbone qui reste, si on partage égal par personne, ce qui prend même pas en compte les critères de justice, de responsabilité, et que l'UE l'utilise d'une manière linéaire, et ben en fait il y aura plus de budget. Alors pour 1,5, c'était entre 2026 et 2028. Donc c'était une modélisation, alors qu'il y en a plein qui sont scientifiquement revus, très simpliste, justement pour montrer probablement à la Cour que même en étant très conservateur dans tous les choix, l'engagement de l'Union européenne était très insuffisant. Ça, c'est un graphique qui vient de notre étude dont j'ai parlé tout à l'heure, qui montrait que si chaque pays suivait ce qu'il y a de moins contraignant parmi ce qui est juste pour lui, donc comme l'action en justice de Urgenda qui recommandait de réduire les émissions de 25 à 40%, la Cour a décidé qu'il ne pouvait pas choisir où les Pays-Bas devaient être dans cette plage de résultats, mais au moins qu'ils devaient y être, donc ils devaient au moins réduire de 25%. Et bien ce qu'on a modélisé dans notre étude, c'est que si chaque pays prenait un peu ce qu'il arrangeait parmi ce qui peut être juste, et bien évidemment, collectivement, ça ne marchait pas. Et donc, on a modélisé que si on visait 2 degrés, comme ça, on arriverait à 2,5 degrés. Et bien ça a été utilisé, entre autres arguments, pour demander d'aller directement à la Cour européenne des droits de l'homme, en disant que même si on gagnait une action en justice dans chacun des pays membres, leur action collective, si elle répliquait celle de Urgenda, par exemple, ne suffirait pas pour que collectivement, ils fassent une contribution suffisante. Et donc, ça a été utilisé comme argument pour arriver directement à la CEDH. Donc voilà, très rapidement, après, dans cette action de justice, donc ça, c'est l'action de Glan pour les petits-enfants, les enfants portugais, pardon. Tout ça pour dire qu'il s'appuie sur le Climate Action Tracker, donc parmi les études qui fait une synthèse des études existantes. Je pense que, enfin, selon moi, l'idée, c'est que ça représente la littérature scientifique et ça donne l'impression à la Cour de ne pas avoir à choisir une étude plutôt qu'une autre, même si en soi, c'est une étude de résumer la science comme ça. Et ça a été repris aussi dans un article qui montrait que quel principe d'équité était compatible avec le droit international. La référence qui est à droite. Donc voilà, donc moi j'ai dû conseiller cette action et cette action elle explique aussi combien un pays peut faire de manière territoriale, mais combien il doit faire au total, peut-être en s'appuyant sur une collaboration entre autres pays, donc ce dont je discutais un peu avant. J'ai conseillé aussi l'action Climat Seniorinnen. Alors là, c'est aussi devant la CEDH. Ils utilisent aussi le Climate Action Tracker, mais ce qui s'est passé, c'est que la Suisse, pour se défendre, a dit qu'ils avaient utilisé une étude de 2012 qui justifiait qu'ils devaient réduire leurs émissions de temps, et donc de dire qu'ils avaient bien effectivement pris la science en compte. Et donc, ce que nous, on a fait, c'est une réponse parce que l'étude de base que la Suisse invoque ne donne pas de chiffres pour la Suisse. Donc c'était un peu paradoxal. Et donc nous, on a répliqué la méthode faite par la Suisse pour essayer de quantifier combien la méthode mise en avant par la Suisse pour essayer de quantifier combien ça ferait pour la Suisse si effectivement elle avait choisi cette méthode. Et ce qu'on a montré, c'est que même en suivant cette méthode, la Suisse avait un objectif insuffisant. Donc après, il y a la question des entreprises. On va peut-être aller directement à celle contre Total. Donc ça pose la question de qu'est-ce qu'on peut demander à une entreprise, sachant que les critères d'équité ne peuvent pas s'appliquer de la même façon. Donc ça pose la question de combien est-ce qu'on peut demander à une entreprise. Et donc, il y avait eu l'action contre Shell qui avait décidé que Shell devait réduire ses émissions de 40% parce que le monde devait réduire de 40%.
43%. Mais effectivement, ça marche si tout le monde fait ça, mais ça marche pas s'il y a de nouvelles entreprises. Enfin, il y a pas mal de limitations. Et le GIEC, par exemple, ne dit pas combien les entreprises doivent faire. Alors, pour l'action en justice contre Total, il y a eu un mélange de demandes basées sur les recommandations, en tout cas sur les suggestions sectorielles du GIEC, donc il dit tel secteur, donc c'est par exemple la production de gaz, les émissions du gaz doivent baisser de temps, les émissions du pétrole doivent baisser de temps. Et donc là-dessus, dans la note scientifique que j'ai écrite, j'expliquais que si chaque entreprise suivait les objectifs de Total, par exemple, chaque entreprise du secteur, eh ben, ça ne suffirait pas collectivement pour montrer l'inadéquation de l'objectif de Total. Pour autant, on ne peut pas dire voilà combien chaque entreprise devrait faire, étant donné que ça dépend des parts de marché que chaque entreprise peut avoir. Donc, soit il faut hypothétiser quelle va être la structure du marché dans le futur, combien de parts de marché Total aura. Si ça se trouve, Total aura disparu. Si ça se trouve, elle aura gagné des parts de marché. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on a suivi cette approche, à plutôt montrer si tout le monde faisait comme Total, ça ne marcherait pas. Et puis, il y a eu d'autres demandes qui étaient basées sur des études scientifiques montrant que l'exploitation de l'ensemble des réserves découvertes à ce jour mènerait à des émissions supérieures à ce qu'il faut pour limiter à 1,5 degré, donc pour demander la fin de l'exploitation et de l'exploration des puits de pétrole et de gaz. Donc voilà un peu comment les découvertes scientifiques sont utilisées pour les arguments contre les entreprises, donc ici Total. Ça, je ne vais pas aller en détail, mais ça, c'est une carte d'émission par personne pour différents pays. Ce qui est important de savoir, c'est que jusque-là, on a parlé de la comptabilité territoriale, donc juste les émissions qui proviennent d'un territoire, mais il y a aussi basé sur la consommation, les émissions importées, la production, l'intensité du PIB, etc. Donc, sous l'ONU, c'est simplement la comptabilité territoriale parce que chaque État est vraiment responsable directement que de ce qui se passe sur son sol. Mais il y a d'autres façons de comptabiliser et ce sont aussi des arguments qui peuvent être pris pour des recours. Et là, je vais essayer d'aller très rapidement. Donc, on va publier un article sur, enfin, il est en cours de révision avec Science sur comment interpréter la responsabilité des entreprises. Ça suit un petit peu ce que je viens de raconter. On a un article en cours de révision et je vais en faire un autre sur quelle est la responsabilité des gouvernements sous-nationaux, des villes, des régions, en disant qu'on peut appliquer les mêmes métriques que celles des pays au nom de la population vivant dans ces territoires, mais ces territoires, politiquement en tant que gouvernement, ne sont pas souverains comme l'est un État national. Donc, elles n'ont pas l'ensemble du pouvoir pour remédier aux émissions, elles n'ont pas l'ensemble de l'argent qui provient des impôts, par exemple, de ces gens-là. Donc, oui, on peut le faire, oui, on peut le calculer, oui, ça a un sens, mais la responsabilité de remédier à ces émissions est partagée entre les différents niveaux de gouvernement. Et donc, ça pose aussi des questions de stratégisation. Est-ce que une partie du rôle d'une ville, par exemple, c'est de dire je ne peux réduire que de temps et de mettre en lumière la partie qui échoue au gouvernement national et qui ne remplit pas sa responsabilité, notamment en termes de justice internationale. Combien les habitants de la ville de Paris, par exemple, devraient fournir en termes d'aide à d'autres pays pour réduire leurs émissions. Alors, est-ce que ça doit être fait via Paris ou via la France? Ça, ce sont des questions aussi politiques. Et enfin, voilà, d'essayer de quantifier, comme je disais, combien un pays doit réduire sur son sol. Par exemple, ici, pour la France, enfin, ça c'est un schéma en bleu, et combien il doit réduire au total, c'est-à-dire en finançant des réductions de gaz à effet de serre au-delà de ses frontières. Donc là, par exemple, on pourrait calculer le montant de réduction d'émissions que la France devrait financer, et on pourrait essayer d'évaluer combien ça coûterait, donc quel flux financier la France devrait fournir. Donc, il y a eu des études qui montraient ça, mais ça n'a pas été très proéminent. Je crois qu'il y a eu une étude du RAC là-dessus qui quantifiait à 200 milliards d'euros pour la France en 2030. Donc voilà, ça c'est une étude. Et le dernier point, c'est donc l'étude qu'on a fait pour les pays en voie de développement, les pays les vulnérables, pardon, celle qui a été commissionnée. En fait, ce qu'on a montré aussi, c'est qu'il y avait un biais dans toutes les études scientifiques, dont les miennes, qui faisait, comme vous avez vu, qu'à chaque fois on modélise des trajectoires de réduction de gaz à effet de serre continues,
qui partent du niveau actuel. Et ça semble logique, on décroît à partir de là où on est. Mais en fait, vu qu'on peut financer des réductions de gaz à effet de serre à l'étranger, le niveau que la France devrait émettre demain pourrait être qu'une fraction de celui d'aujourd'hui. C'est-à-dire en faisant un effort évidemment en France pour réduire, mais aussi en finançant une grosse partie de réduction de gaz à effet de serre à l'étranger. Et donc maintenant, c'est possible avec l'accord de Paris. En termes d'équité, ça montre l'inadéquation des émissions actuelles. Et donc là, par exemple, si on prend les pays du G7 à gauche, on voit leurs émissions actuelles en noir. Et la courbe bleue ou jaune, c'est ce qui serait vraiment équitable. Donc là, on voit vraiment le gap entre les deux et qu'il n'y a pas en fait vraiment de raison pour lesquelles devrait y avoir une période de transition, ce qui avait été critiqué dans la littérature. Et donc, à droite, on montre ce que ça montrerait pour des pays comme les pays en voie de développement là, du CVF, que en vrai, eux, ils pourraient mettre beaucoup plus si le monde était équitable. Mais déjà, avec leur engagement, là, le point noir, ils ont sacrifié une grosse partie de leur espace d'émission, entre guillemets. Donc voilà, cette étude, ça mettait aussi en avant le montant de la finance à gauche de réduction que les pays du G7 pourraient financer au-delà de leurs frontières, le montant de la finance que ça représenterait et combien ont déjà les pays vulnérables avaient sacrifié en termes de justice en prenant les engagements qu'ils ont pris. Et du coup, voilà, et montrer que s'ils pouvaient en faire encore plus, ils avaient davantage de finances. Et donc ça a été publié dans le rapport que je vous disais, et ça a été, voilà en gros les cartes qu'on a de résultats. Donc on voit que l'Union européenne n'en fait pas assez. Et du coup, voilà, c'était ce que je disais, c'est qu'ils s'en servent aussi de plus en plus pour l'intégrer, ce rapport ou des références à ce rapport aussi dans des documents sur les droits de l'homme. Et ah, deux idées de travaux futurs. L'une, ce serait de quantifier combien de morts prématurées peuvent résulter du fait que l'Union européenne émette trop par rapport à ce qui serait juste. Donc, on peut évaluer le nombre d'émissions que ça entraîne en trop et on peut quantifier combien de morts prématurées ça va faire. Donc ça, il faut que je le fasse, mais c'est une étude qu'on pense à faire. Et l'autre point de développement, jusque-là, on a quantifié ce qui serait la plus basse ambition possible, combien les pays peuvent émettre au maximum pour pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Mais en fait, l'accord de Paris dit que les pays doivent avoir la plus haute ambition possible. Donc il y a cette question aussi, qui est aussi une question juridique, mais qu'on n'a pas abordée sous cet angle-là d'un point de vue scientifique, qui est qu'est-ce que la plus haute ambition possible? Qu'est-ce qu'un acteur peut vraiment faire? Et donc là, il y a plusieurs pistes aussi de quantification en fonction de ce qui est acceptable aussi légalement. Donc là, je pense qu'il pourrait y avoir aussi des progrès des scientifiques pour interpréter des points juridiques. Voilà. Donc, hop, ça, c'est le résumé des questions qu'on pourrait aborder aussi, mais que j'ai déjà présentées, des questions qui pourraient être intéressantes aussi pour les juristes. Merci, je vais prendre des questions maintenant. Je suis désolé, j'ai pris un peu de temps. Merci beaucoup Yann. Franchement, c'est super intéressant. J'avais eu la chance de t'écouter il y a quelques semaines, mais c'est vraiment intéressant d'approfondir ces sujets-là. Effectivement, du coup, je pense que ça pose pas mal de questions, puisque en fait, c'est des réflexions qu'on pourrait intégrer à énormément des projets de notre affaire à tous ou nos réflexions en dehors de l'association en tant que juriste également. Est-ce que du coup, il y a des questions? Vous pouvez les poser dans le chat, prendre directement la parole. Jérémy, c'est une question. J'attends juste de voir s'il y a d'autres mains qui se lèvent, parce que priorité aux gens qui n'ont pas la chance comme moi de pouvoir croiser Yann de temps en temps et lui poser directement les questions. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je vais poser la première et puis je pense que ça lancera les échanges. Yann, tu nous as présenté énormément de productions scientifiques sur ce sujet de l'équité climatique. Et moi, j'ai le sentiment que dans les débats grand public, mais aussi au sein des instances internationales, en tout cas ce qu'il en ressort, euh, on est encore dans une logique qui correspond à regarder ce qu'on fait dans l'absolu, c'est-à-dire arithmétiquement, et en disant bah, la France a baissé de moins 2%, c'est bien, on fait notre part, regardez, l'Union européenne, ça représente pas grand-chose, donc en fait on est au bon endroit, etc. Euh,
Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Est-ce que tu as le sentiment que le débat, y compris à travers les COP, etc., est en train de se transformer? Ou est-ce qu'on est encore très très loin d'une prise en compte de cette question de l'équité? Alors merci. Et puis aussi, je voulais dire pour les personnes ne doivent pas spécialement partir, que je peux rester aussi plus longtemps pour les questions. Alors sur la prise en compte de l'équité, je suis tout à fait d'accord. C'est un peu ce qui ressort pour moi de la discussion, surtout en France, c'est-à-dire ouais, une perspective très franco-française, avec comme seul point de mire les émissions nulles en gros à 2050, et surtout sous des angles techniques, un petit peu plus maintenant sociaux aussi, mais sans aucune discussion de qu'est-ce qu'on peut faire avec les autres pays. Et ça est particulièrement vrai depuis l'accord de Paris, et je l'ai retrouvé dans des discussions en général dans beaucoup de pays développés. Donc je conseille aussi différents États lors des négociations. Et du coup, dans les pays développés, comme si, voilà, maintenant, c'était chacun pour soi, on va vers un net zéro et tout le monde doit être à net zéro au même moment. Évidemment que ça n'a pas du tout le même sens pour des pays qui ont besoin d'une croissance, notamment de consommation d'énergie et tout ça, pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et il y a déjà des attaques en fait de ces pays contre certains des scénarios qui sont présentés dans le GIEC, en disant même ces scénarios de décarbonation ont des utilisations d'énergie par personne bien plus importantes pour les pays développés qu'en voie de développement. Par contre, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que donc, j'ai conseillé les têtes de délégation européennes, dont françaises, et qu'ils avaient une très très bonne compréhension de tous ces enjeux d'équité. Donc, beaucoup mieux que beaucoup d'ONG d'ailleurs, qui se veulent très progressistes, parce que, en fait, ces pays, l'Union européenne a besoin de parler à l'Inde, à la Chine et tout ça, et quand bien même ils n'ont pas une position qui est alignée avec les demandes de l'Inde, ils ont besoin de comprendre les arguments de l'Inde, et ils ont signé l'accord de Paris qui est assez explicite sur les besoins d'équité. Et aux négociations, c'est toujours l'enjeu. Les pays riches essayent de dissocier les questions, que ce soit de finance ou de réduction de gaz à effet de serre, des questions d'équité ou de finance et de quoi que ce soit d'autre. Donc ils se disent, bon, mais on est tous d'accord pour aller à zéro, c'est ce qu'il faut. On est tous d'accord pour un traité qui interdit les énergies fossiles. C'est nécessaire, donc signons ça. Et puis après, on verra les questions de qui paye quoi. Et évidemment, pour les autres pays, c'est pas du tout dissociable. Un pays dont tous les hôpitaux tournent au pétrole et qui n'a pas d'autre solution, il peut être d'accord pour les panneaux solaires, mais il faut peut-être lui payer. Donc tout ça pour dire que c'est très bien compris au niveau international, et en général, moi j'ai trouvé que les diplomates comprenaient très bien ce qui se passait. Dans la discussion envers le peuple et même au sein du peuple, et même tristement avec les ONG et les think tanks en France, c'est absolument ignoré. Et je trouve ça assez grave dans beaucoup de choses que je vois, que ce soit pêle-mêle, hein, les ateliers d'automne, les discussions sur, je sais pas, j'ai vu différents ateliers de pas mal de choses, et la seule obsession, c'est comment un Français va arriver à son empreinte carbone, et ça ignore complètement ces enjeux de relations internationales. Évidemment, il faut qu'on fasse ce qu'il faut au niveau national, mais ça se résume pas du tout à ça. Et en fait, le problème, c'est que donc, dans sa communication aux gens, voilà, l'État va juste dire, bon, j'ai réduit de 2%. L'Union européenne va prendre comme référence 1990, quand les émissions étaient très fortes avec les anciens pays du bloc de l'Est. Chacun va un peu adapter le discours pour essayer de montrer ce en quoi il est fort. Et évidemment, quand on fait ça, c'est pour diminuer l'ambition. Donc, pour moi, il y a quand même assez ce problème. Et après, on cherche des excuses en disant, ah, mais on n'est que 1% des émissions du monde. Ouais, mais on est beaucoup plus que ça du PIB du monde. On peut financer beaucoup plus et on ne le fait pas. Et puis après, on se cherche des excuses en disant que les autres pays bougent pas assez vite. Mais la France, comme les autres pays développés, sont engagés à mener, et c'est verbatim dans le texte, la lutte contre le changement climatique, ce qu'ils n'ont pas fait depuis 30 ans. Et donc maintenant qu'il y a d'autres pays qui polluent aussi beaucoup, on dit, ah bah ouais, mais on ne peut pas arriver sans eux. Mais de leur perspective, ça fait 30 ans qu'on ne tient pas nos engagements. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Profitez-en, hein, c'est pas tous les jours on peut avoir ces points de vue-là.
Pas d'autres questions. Yann, je sais pas, voilà, du coup, si tu voulais ajouter quelque chose, alors sinon, Jérémy peut abreuver la conversation, mais Vas-y Yann, si tu veux peut-être préciser certains points de ta présentation que tu as dû peut-être éventuellement sur laquelle tu as dû passer. Euh, Ouais. Peut-être, c'est pas spécialement un point de ma présentation, mais peut-être ce qui est intéressant, je pense, pour les juristes, c'est, en tout cas pour moi, ce qui m'a fait bizarre quand j'ai conseillé pardon, des actions en justice, c'est de me rendre compte qu'en fait, évidemment, il n'y a aucune cour sous l'accord de Paris. Il est légalement contraignant, mais il n'y a pas de cour. Du coup, on fait référence à l'accord de Paris, mais il n'a pas de valeur vraiment légale en droit national. Que les actions en justice sont toujours au droit national. Enfin, c'est la faiblesse des cours au niveau international. Et donc là, il y a une stratégisation forte. On conseille aussi des processus pour la Cour internationale de justice, etc. Et donc, ce que j'ai vu de ce qui marchait au final, c'est qu'en fait, des juristes qui, vraiment, d'un point de vue stratégique, essayaient de s'appuyer sur tous les types de droits possibles qui pouvaient avoir comme impact une réduction des gaz à effet de serre. Et c'est du droit de l'environnement, évidemment, mais en fait, de ce que je comprends, il n'est pas très puissant, il n'y en a pas beaucoup. C'est du droit de l'homme. Alors ça paraît plus évident parce que voilà, c'est un danger pour les humains. Mais c'est aussi du droit à la vie familiale, c'est aussi du droit à la propriété, c'est aussi beaucoup de choses qui sont pas évidents. Et donc, tous ces véhicules de droit qui sont des véhicules assez puissants parce que la propriété, c'est très bien défendu, vont essayer de faire le lien avec les questions de climat et donc avec les questions de justice climatique, in fine, parce que, comme je disais, pour la question de l'ambition des États, on n'a que ça. Et donc, d'un point de vue stratégique ou peut-être d'un point de vue, ce qui est intéressant pour les juristes qui sont ici, c'est peut-être à la fois de faire évoluer le droit de l'environnement et la jurisprudence sur ces questions-là, mais aussi de trouver des véhicules au travers d'autres formes de droit, puisque le changement climatique a ça de spécial, malheureusement, que ça touche à peu près à tout, tant dans ses causes qui viennent de la production d'énergie, de nourriture, que dans ses impacts. Et donc, c'est là où on peut vraiment progresser peut-être pour la mise en place de gestion de risque, de normes, de causalité et de droit à la fois des entreprises, de l'individu, etc. il y a une question, effectivement, je sais pas, Yann, si tu as des ressources à recommander aux personnes qui souhaiteraient approfondir ou oui, voilà, revenir sur certains points que tu as pu mentionner, soit des ressources que peut-être toi-même tu as pu publier d'ailleurs, ou alors des choses que tu as en tête qui sont voilà, soit très bien synthétisées ou faciles d'accès, etc. Oui, donc là, il y en a une sur le droit international. C'est une étude que je mentionnais. Elle n'a pas été faite par moi, mais c'est une étude qui fait un peu le résumé de pourquoi ces approches de fair share sont utiles pour informer le droit et qu'est-ce qui est compatible ou pas, sachant qu'évidemment, elles n'ont pas seulement vocation à informer le droit, hein, mais en tout cas, il y a cette interprétation. Je ne sais pas lesquelles sont disponibles publiquement ou pas, mais vous pouvez m'écrire aussi et je vous donne le PDF, document en question. Donc, il y a ça. Euh, Sur le dernier point, qui était celui de l'injustice des courbes d'émissions qui sont continues, c'est quelque chose de nouveau, mais si ça vous intéresse donc de voir l'impact de ce biais, de toujours repousser en fait la question de la justice climatique et pas se rendre compte de à quel point on devrait faire quelque chose maintenant, on a cet article qui est l'article qui a été commissionné par les pays vulnérables. Sur l'évaluation de l'ambition, donc peut-être tout simplement les cartes que je montrais. Celui-là, c'est le site qu'on a fait, Paris Equity Check, qui est le plus complet dans le sens où il a le plus de pays. Et il est vraiment juste là pour évaluer l'ambition des engagements de réduction de gaz à effet de serre. Plus complet en sens de qui prend en compte les politiques, il y a des discussions plus nuancées, plus complexes, mais qui du coup est aussi plus politisé et aussi plus complexe à comprendre. Il y a le Climate Action Tracker. Que je trouve très intéressant et il y a vraiment une analyse des politiques publiques aussi en place actuelle.
et il est aussi utilisé dans les actions en justice. Il est notamment développé par aussi des gens qui ont, par deux think tanks, dont l'un fait aussi du conseil diplomatique avec des juristes notamment, et qui travaillent beaucoup pour les petits États insulaires et les pays les moins avancés. Donc, c'est des groupes de pays à l'ONU. Donc, je pense que le Climate Action Tracker en évaluation, mais ils disent pas pourquoi on peut l'utiliser. Euh, Pareil pour le site, mon site, entre guillemets, le PRS Equity Check. Il dit un peu si vous cliquez à droite, à gauche. Mais sinon, les deux premières études que j'ai mentionnées, elles vont plus en détail sur quelle est l'importance, comment c'est discuté, ces questions de fair share. Voilà, j'ai essayé de réfléchir à si le Haut Conseil pour le climat ne va pas avoir grand-chose, malheureusement. Si jamais, Mais du sinon, coup, le rapport du GIEC. Bon. la formation, donc, elle est enregistrée et on pourra la rediffuser, si c'est toujours bon pour toi, Yann, sur Bien notre sûr. chaîne YouTube. Et donc, dans la description de la vidéo, je remettrai ces liens-là. Et si jamais, Yann, t'en as d'autres qui te viennent en tête d'ici là, on pourra du coup en rajouter quelques-uns. Donc, n'hésitez pas à les regarder d'ici cette semaine ou la semaine prochaine. Voilà. Et du coup, peut-être, Jérémy, sauf s'il y a d'autres interventions, sinon on peut prendre une dernière question. Jérémy, peut-être avant de conclure. Ouais, bah, du coup, peut-être effectivement une dernière question à Yann. Encore une fois, si vraiment il n'y a personne d'autre qui a des questions, parce que moi je pourrais en poser 50. Juste Yann, est-ce que tu peux nous dire éventuellement un mot de ton regard sur ce qui est en train d'évoluer là sur le fonds pertes et préjudices, et notamment le sujet que la question de son instauration a été, je pense que philosophiquement elle est en lien quand même avec tout ce que tu nous as présenté sur la notion d'équité et de solidarité internationale, mais aussi sur peut-être la proportionnalité des montants. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui vont avancer ou est-ce qu'on va rester sur des choses très presque anecdotique par rapport au montant qui serait nécessaire? Ouais, ça, c'est une bonne question et il y a de la forte stratégisation là-dessus. J'avais parlé à des gens de... Donc, on a cette étude où on va calculer quel est le montant projeté des pertes et préjudices totales dus au changement climatique et essayer d'attribuer combien chaque pays, la responsabilité de chaque pays dans ce total. Donc, essayer de se dire, s'il n'y avait pas eu les émissions de la France, voilà combien de pertes et préjudices en moins il y aurait eu. Et donc, de dire, voilà, quelle est la part, on peut, et si on décide de fonctionner sur une base de responsabilité seule, voilà quelle pourrait être la part de la France au fond, et voilà quel montant ça pourrait être ou quelle fraction ça pourrait être. Donc ça, c'est quelque chose. Et en fait, quand on en a discuté avec les gens de Ciel, qui est une espèce de groupe de réflexion juridique, une ONG juridique, vous pouvez me corriger si vous devez savoir mieux que moi. Euh, quand on leur a parlé, ils étaient très, très réticents à l'idée d'endosser un chiffre. Bon, ce qu'on leur demandait pas de faire, mais il y a de telles différences dans ce qu'il y avait, mais ça montre aussi une visée stratégique qu'ils avaient de pas spécialement soutenir un chiffre. Et en fait, on parlait à deux personnes de Ciel et il y en avait une qui disait, ouais, mais parce que ces montants, c'est pas assez élevé, on sait que ça sous-estime toujours. Et l'autre qui disait, mais c'est des montants absolument astronomiques qui sont invendables politiquement, entre guillemets, quoi. Et donc, il y avait les deux effets. Et je pense ça s'est pas encore sédimenté. J'ai pas senti vraiment une stratégie très claire sur l'utilisation de ces chiffres. Après, je pense il y a plein de moyens. Il y a montrer ces chiffres en valeur absolue. Il y a montrer ces chiffres en fractions pour essayer de montrer qui fait assez ou pas dans le jeu mondial. Après, il y a aussi essayer de pousser pour soit utiliser ces chiffres en les poursuivant, c'est-à-dire est-ce qu'on arrive à les faire adopter, soit utiliser ces chiffres comme épouvantail pour avoir autre chose. Et ça, c'est toujours la stratégie de négociation des pays. Là, on a eu des progrès sur le perte et préjudice parce que
les pays qui n'ont aucun intérêt à ce qu'il y ait des progrès, comme l'Union européenne, se disent que c'est le seul moyen d'obtenir un vote de ces mêmes pays plus favorable sur, par exemple, un traité sur les énergies fossiles. Donc, il y a toujours cette négociation. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser ces chiffres pour servir l'intérêt qu'on veut? C'est aussi une autre question. Et là, moi, je pense qu'il y a des réflexions sur des quantifications de se dire euh, combien d'argent économise sur ces pertes et préjudices potentiels un objectif de réduction de gaz à effet de serre plus ambitieux. Donc évidemment, plus la France va réduire ses émissions, moins elle va cumuler des responsabilités d'impact. On pourrait aussi se dire d'utiliser ça pour des choses en termes d'adaptation. Si on se dit, par exemple, que 1 dollar dépensé en adaptation préserve 5 dollars de préjudice, je dis n'importe quoi, mais c'est l'idée de l'adaptation, et ben on pourrait se dire que quand l'UE met 1 million sur l'adaptation, on lui enlève 5 millions de responsabilités en préjudice. Et ça, c'est aussi des questions stratégiques sur comment le phraser. Nous, on peut le faire, la connexion logique dans des papiers scientifiques, mais on n'a aucune voix à dire est-ce que le fonds de perte et préjudice doit être proportionnel à la contribution? Est-ce que des financements à l'adaptation enlève de la responsabilité de perte et préjudice et tout ça? Mais ce sont des possibilités pour moi d'utilisation et c'est pour ça que vu que les études sont pas trop sorties, c'est pour ça que j'essaye d'avoir ces discussions avec des juristes pour essayer d'anticiper au maximum comment ça peut être utilisé et compris, quoi. Merci. En plus, c'est précieux aussi pour nous d'avoir cet effort que tu fais de projeter le travail que vous faites dans son utilisation potentielle en termes de contentieux, soit dans les instances nationales ou internationales, parce que c'est exactement, en tout cas, notre manière de fonctionner. Donc voilà, mais c'est pas pour rien qu'on travaille régulièrement ensemble. Ouais, bah ouais, non, n'hésitez pas à informer tout ça. Évidemment, hein, les études scientifiques, c'est pas du tout le seul document qui a de l'impact, mais peut-être en France, ça a un impact particulièrement faible en général, même culturellement. Je sais pas si un scientifique, on se dit, c'est quelqu'un qui fait les maths, alors que les sciences sociales sont des, etc. Mais au niveau diplomatique, ça a un impact particulier, surtout pour les pays qui n'ont pas d'autres formes d'impact. La justice, ça a beau être beaucoup une prétention, ça a quand même un impact et on est obligé de trouver un angle pour se justifier. Même l'Arabie Saoudite se justifie sur des considérations d'équité. Donc évidemment, ça fait pas tout, mais ça peut pas être ignoré. Donc tout ça pour dire que là, j'ai parlé que de la science académique, mais c'est parce que c'est un rôle spécial, ça fait pas tout, mais c'est un rôle spécial aux négociations internationales et aussi beaucoup dans les cours de justice où un rapport publié par telle ou telle ONG n'a pas le même poids qu'une étude scientifique revue indépendamment. Donc, c'est un outil en soi, juste le fait que ce soit publié, c'est pas juste pour le plaisir de rendre les choses lentes et compliquées. Des fois, ça vaut le coup, mais donc ça se discute et ça se stratégise aussi. Bah, ça me semble être une très bonne conclusion. Merci beaucoup, Yann. Alors, s'il y a voilà, des questions, du coup, il a laissé son contact mail dans la discussion, dans le chat. Merci beaucoup donc, de nous avoir partagé toutes ces réflexions ce soir. Merci de vous être connectés et d'avoir passé cette dernière heure avec nous. Du coup, voilà, on postera la formation, la rediffusion dans la semaine ou celle suivante. Et du coup, normalement, la prochaine formation arrivera fin février ou début mars dans le cadre de cette académie Notre Affaire à tous. Voilà, merci beaucoup et puis bah, bonne soirée. Et merci à Emma de nous organiser ces formations. Ouais, Merci à merci Yann. beaucoup, Emma.